Chapitre 33 au chapitre dernier de Nous deux. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Nous deux, par Paul Bilot. Chapitre 33 au chapitre dernier. Chapitre 33. Différence de l'embrassade et du baiser. Un rayon de soleil qui pénétra subitement dans la chambre vint caresser la joue de Riquette. Alors Riquet se leva et alla fermer les rideaux. « Pourquoi fermes-tu les rideaux » demanda-t-elle. « Parce que je n'admets pas que le soleil se permette de vous caresser la joue. »« Tu es jaloux du soleil ?»« Je suis jaloux de tout, et je ne veux pas que le soleil t'embrasse. »« Ça n'a aucune importance, » dit Riquette. « Le soleil, c'est un ami. »« En voilà une raison. Alors, sous prétexte que quelqu'un est ton ami, il aura le droit de t'embrasser quand il lui plaît ? Ah non, non, entre amis on se serre la main, on ne s'embrasse que lorsqu'on s'aime. »« Mais mon bon chéri, dit Riquette, tu confonds totalement une embrassade avec un baiser. »« C'est la même chose, fit Riquet. »« Ah non, ce n'est pas la même chose, répondit-elle tendrement. Dans l'embrassade, il n'y a jamais qu'une personne en jeu, celle qui embrasse, l'autre est absente. Pour un baiser, au contraire, il faut toujours être deux qui le donnent en même temps et qui le rendent ensemble. Autrement, ce n'est plus un baiser. » Riquet ne paraissait pas convaincu. « Tout ça est très joli, dit-il, mais enfin, tu ne peux pas m'empêcher de ressentir un tout petit quelque chose au cœur à la pensée que quelqu'un t'embrasse, même un ami, un indifférent. Tu as beau être, à ce moment-là, toi, absente, comme tu dis si gentiment, j'ai beau savoir, moi, que tu ne donnes rien de toi-même, il n'en est pas moins vrai qu'en t'embrassant, c'est un peu de toi qu'on me prend, qu'on me vole. »« Mais pas du tout, mon Riquet. Lorsqu'un indifférent m'embrasse, il n'a que ma joue, qui ne s'aperçoit même pas de l'embrassade, tandis qu'à toi, mon adoré, je réserve mon cœur tout plein de notre amour et mes lèvres toujours prêtes pour nos baisers. Comprends-tu la différence maintenant ?» Et Riquet finit par la comprendre. Fût-ce parce qu'il était intelligent? Est-ce parce que Riquette fut particulièrement convaincante? En tout cas, Riquet avoua: « Décidément, tu as toujours raison, et je ne discuterai plus jamais avec toi, car je ne dis que des bêtises et j'ai tort. »« Le moyen d'éviter cela, dit Riquette, c'est de toujours avouer que tu as tort, et tu seras sûr ainsi d'avoir toujours raison. » Chapitre 34. Amour. Après tant de choses qu'il a ignorées au cours de cette histoire, le lecteur ne tient certainement pas, outre mesure, à connaître par quelle suite de circonstances la scène qui se passe dans ce chapitre se passa dans l'endroit où elle se passe. En se contentant de savoir que l'endroit où elle se passe est le jardin d'un restaurant, à la campagne, le lecteur m'évite l'ennui de lui fournir d'autres explications, et il en est immédiatement récompensé, en s'épargnant ainsi à lui-même le désagrément de les subir. Qu'importe du reste la façon dont Riquette et Riquet sont arrivés et installés dans ce jardin de restaurant. Quel intérêt y aurait-il à savoir s'ils y étaient arrivés par le chemin de fer ou en voiture, si ce restaurant était un établissement chic ou une guinguette, si c'était un dimanche ou un mercredi, s'il y avait ce jour-là du soleil ou si le temps était à la pluie, si Riquet portait un chapeau à bord plat ou à bord relevé, et si Riquette avait sa robe bleue ou sa robe rose. Tous ces détails ont si peu d'importance que Riquette et Riquet eux-mêmes seraient incapables de se les rappeler, et pour cause, attendu que, lorsqu'ils partent, ils ignorent toujours où ils vont. Quand ils s'arrêtent, ils ne savent jamais où ils sont. S'ils entrent dans un restaurant, ils ne se préoccupent ni de son enseigne ni de sa réputation. Les jours de la semaine n'existent pas pour eux, puisque le seul jour qui existe est celui où ils se trouvent ensemble. Le soleil n'ajoute pas plus à la gaieté qu'ils ont toujours dans l'esprit que la pluie n'obscurcit le soleil qu'ils ont toujours dans le cœur. Quant au chapeau de Riquet, quant à la robe de Riquette, quelle que fût la forme de l'un et la nuance de l'autre, sous ce chapeau et dans cette robe, il y avait deux êtres qui s'aimaient et à qui cela suffisait pour ne pas se préoccuper du reste. Pour l'instant, la seule chose qui les intéressât était de se rafraîchir, car ils avaient très soif. Ils avaient demandé qu'on leur apportât de l'eau de Cels, un citron, du sucre et un peu de vin blanc. Ce mélange leur plaisait particulièrement, d'abord parce que c'était très agréable au goût, ensuite parce que c'était amusant, comme tout à préparer. C'est Riquet qui se chargeait d'habitude de la préparation. Il commençait par mettre le sucre dans le verre, versait un peu d'eau pour le faire fondre, puis remplissait à moitié de vin blanc, exprimait dedans le jus du citron, remuait bien le tout,
et se disposait à compléter avec l'eau de Cels. À ce moment précis, Riquette s'écriait: Et tu sais, fais de la mousse. Moi, je veux beaucoup de mousse. Alors ne perds pas de temps pour boire, prépare-toi. Tu y es? J'y ai. Et l'eau de Cels, précipitée avec force dans le verre, formait aussitôt une mousse légère, gaie, chantante, qui retombait en pluie fine sur le petit nez de Riquette à mesure qu'elle buvait. Voilà généralement comment les choses se passaient. Mais ce jour-là, Riquette déclara que c'est elle qui se chargerait de la préparation du rafraîchissement. Riquet, toujours empressé à ce qui pouvait faire plaisir à Riquette, ne discutait jamais ses désirs. Il s'y soumettait tout de suite, avec chaque fois ce seul regret de n'avoir pas prévu la demande pour l'accorder avant même qu'elle ne fût exprimée. Riquette prépara donc le rafraîchissement, et Riquet, lui, regarda Riquette. Il n'était pas seul à la regarder. Dans le jardin, pas très loin d'eux, sur un banc, étaient assis un bon vieux et une bonne vieille. Vieux, cela se voyait. Bon, cela se devinait à la façon attendrie dont ils observaient Riquette. Et cette vieillesse contemplant cette jeunesse n'évoquait rien de triste ni de douloureux, car il n'y avait aucune amertume, aucune envie dans la muette contemplation de cet avenir par ce passé. Les deux vieux ne disaient rien, mais, aux impressions semblables qui se manifestaient en même temps sur leurs visages, on leur sentait une longue habitude de se comprendre sans parler. Riquette, ne se doutant pas qu'elle était observée, et se croyant seule avec Riquet, ne se gênait pas pour lui faire des discours. « Oh, disait-elle, mais va être bon ça que Riquette est en train de préparer pour Riquet. N'a très soif, le pauvre toutou. Il trouve que Riquette n'en finit pas. Riquette se dépêche bien, cependant. Le sucre est fondu? Bon. Non, non, ne bouge pas. C'est Riquette qui travaille aujourd'hui. Riquet ne fait rien. Lui, il se repose. Ah, maintenant le citron. Quelle quantité pour Riquet? Beaucoup? Très peu? Inutile de me répondre, monsieur. Je connais vos goûts aussi bien que vous. Quoi? Non, monsieur, c'est pas vrai. Je ne vous ai pas interrogé. Je me parlais à moi-même, et je vous trouve très indiscret d'écouter ce que je me dis. Allons bon. Voilà que je répands le citron à côté du verre. C'est de ta faute. Si tu ne me regardais pas, cela ne serait pas arrivé. Non, ne me regarde plus. Ça me donne des distractions et je fais des bêtises. Regarde ailleurs. Soit, dit Riquet. Je regarde ailleurs. Veux-tu que je ferme les yeux? Oui, c'est cela, ferme les yeux. Ça m'est bien égal, je te vois tout de même. Possible, dit Riquette, mais moi je ne vois pas que tu me vois, et ça ne me gêne plus. Et puis, en voilà assez, n'est-ce pas? Taisez-vous. Voulez-vous vous taire? Ah ça mais, qu'est-ce que c'est que ce galopin qui répond tout le temps? Taisez-vous, je vous répète, sans quoi je vous donne le fouet, moi, tout de suite, et devant tout le monde. Ah mais... Oh, pensa Riquet, en regardant autour de lui, si nous sommes seuls, je lui fais la farce de l'obliger à me donner le fouet. Ah non, non, nous ne sommes pas seuls. Il venait d'apercevoir les deux vieux sur le banc. En les examinant, il vit qu'ils avaient les yeux fixés sur Riquette et sur lui. Alors il éprouva une gêne soudaine, en même temps qu'une pensée charitable lui traversait le cœur. Et comme, à ce moment, Riquette lui présentait un verre, en disant « Tiens, j'ai bu dedans, tâche de retrouver la place. » Il murmura, en lui désignant les deux bons vieux, « Ne soyons pas trop gais devant eux, ma Riquette, ils paraissent si tristes. » Et pendant qu'elle considérait, à son tour, le couple immobile et muet, il ajouta « Et même, n'ayons pas trop l'air de nous aimer. Ils auraient peut-être des regrets, et ça leur ferait de la peine. »« Au contraire, répondit Riquette. S'ils se sont aimés, ils se retrouveront en nous, et ça leur fera plaisir. »« Oui, mais si par hasard ils ne se sont pas aimés. »« Alors, fit Riquette, ce sont des sans-cœurs et des méchants, tant pis pour eux. Ils ne sont pas intéressants et ils doivent être punis. »« Oh, Riquette, je ne te reconnais plus. C'est toi qui parles ainsi? »« Si je parle ainsi, mon chéri, c'est que je suis sûre, moi, qu'ils se sont aimés comme nous. Tiens, examine-les. Regarde ces yeux vagues, troublés par je ne sais quelle vision. Ce sourire inconscient, heureux. Et les mains. Elles se sont rapprochées, les mains. Ils ne s'en aperçoivent même pas. Et elles se serrent, les mains. Elles se serrent toutes seules. Non, non, je ne me trompe pas, va, crois-moi. Et en ce moment où nous figurons qu'ils nous regardent, ce n'est plus nous qu'ils voient, c'est eux-mêmes. Oui, dit Riquet, tu as peut-être raison. Ils ont dû s'aimer eux aussi. J'en suis sûre, affirma Riquette. Sûre, sûre, tu peux te tromper cependant. Non, je ne me trompe pas. Enfin, ma chérie, tu n'en sais rien. Rien? Eh bien, je le saurai, dit Riquette. Comment cela?
Je vais le leur demander. Oh, Riquette! Pourquoi pas? Parce que... Tu vois, dit-elle en riant, tu ne trouves même pas une mauvaise raison à me donner. J'y vais. Et Riquette se leva, très décidée. Je t'en prie, dit-il, cherchant à la raisonner. Ne fais pas cela, réfléchis donc à rien du tout. Ça t'apprendra à me donner un démenti. Et se dégageant, Riquette se dirigea vers les deux vieux. Riquet n'osa pas insister pour la retenir. Il pensa d'ailleurs que ce n'était de la part de Riquette qu'une feinte, un jeu pour le taquiner, et qu'elle n'irait pas jusqu'au bout de la démarche invraisemblable dont elle l'avait menacé. Ce en quoi Riquet se trompait, car Riquette n'avait pas l'air de vouloir s'arrêter en route. Seulement, à mesure qu'elle approchait des deux vieillards, une transformation s'opérait en elle. Son pas, rapide au début, léger, insouciant, se faisait plus lent, plus sérieux, plus réfléchi. Les allures si vives, si gaies, si gamines de toute sa personne se changeaient peu à peu en des attitudes calmes, nobles, presque graves. Elle ne marchait déjà plus, elle glissait et, par un phénomène presque miraculeux, la toilette même de Riquette perdait sa physionomie accoutumée. De chiffonnée, de mousseuse, de froufroutante, elle devenait comme modeste, moins bavarde, plus sage. Et la transformation s'accomplissait sans effort, sans heurts, toute naturelle. On devinait qu'avant d'arriver jusqu'au vieux qui la regardait venir, Riquette avait voulu s'harmoniser tout entière avec la délicatesse de la démarche qu'elle allait faire auprès d'eux. Et elle y avait réussi à ce point qu'en ce moment, ce n'était plus une Riquette qui s'avançait vers deux vieux, c'était l'amour même, dans ce qu'il avait de plus chaste, qui allait vers le souvenir, dans ce qu'il offrait de plus respectable. Aussi, quand elle s'arrêta près, tout près, elle était bien tranquille, Riquette, tellement elle les sentait tous les deux rassurés sur elle-même et disposés d'avance à la bien accueillir. Et ce fut comme à deux anciens amis, perdus de vue depuis longtemps et retrouvés, que, sans un instant d'embarras, sans aucune confusion, sans la moindre gêne, elle dit simplement ceci. Moi je m'appelle Riquette. Lui s'appelle Riquet. Lui prétend que cela vous cause peut-être de la peine de nous voir nous aimer. Moi je prétends au contraire que cela doit sûrement vous rendre heureux. Je viens donc vous demander de me dire lequel de nous deux a raison. Est-ce lui? Est-ce moi? Ensemble, les deux vieux lui répondirent. C'est vous. Puis, ils se levèrent lentement, péniblement, et la vieille embrassa Riquette sur les deux joues en lui disant. Aimez-vous bien, mes enfants, aimez-vous toujours. Oui, toujours, répéta le vieux, comme un écho. À son tour, il s'avança pour mettre, lui aussi, un baiser sur les joues de Riquette. Mais la vieille l'arrêta doucement, et lui désignant Riquet, là-bas. Prends garde, dit-elle, il est peut-être d'un caractère jaloux. C'est vrai, dit-il, tu as raison. Et il se contenta de baiser la main de Riquette. Celle-ci fit une belle révérence et, revenue auprès de Riquet, eh bien, c'est moi qui avais raison, et je viens de faire deux heureux. Ce soir-là, Riquette et Riquet ne s'aimèrent pas plus, mais ils s'aimèrent autrement, parlant de l'affection qui dure malgré l'âge, et ils se virent plus tard, âgés, très âgés, et s'aimant toujours. Et alors, dit Riquette, quand nous rencontrerons, nous aussi, des plus jeunes qui s'aimeront, nous ne serons pas tristes non plus, nous serons heureux et, loin de les déranger, de les effrayer, nous les encouragerons au contraire à s'aimer davantage, et nous prouverons ainsi, mon Riquet, notre reconnaissance à l'amour, en faisant à notre tour quelque chose pour lui qui aura tant fait pour nous. Chapitre dernier. Que vous dire de plus? Rien. Sinon qu'ils sont très heureux, continuent à s'aimer, et s'aimeront toujours. Fin. Fin des chapitres 33 au chapitre dernier. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en juillet 2008. Fin de Nous deux, par Paul Bilot.